Oui, bonjour à tous et à toutes. Peut-être avant de commencer ma conférence, je voudrais donner une toute petite précision par rapport à ce que la conférencière précédente a dit sur ce que Elon Musk veut faire avec Neuralink. Pour l'instant, comment ça marchait, c'est qu'ils ont implanté une puce à un certain endroit dans le cerveau et après, ils ont dit aux patients, imagine-toi que tu mets un joystick à droite, très fort, comme si tu voulais vraiment faire un effort avec ta main, qui était paralysée. Imagine-toi, et après, ils ont enregistré les signaux. Et après, ils lui ont dit, maintenant, tu prends le joystick à gauche. Imagine-toi vraiment que tu fais ça, comme si tu faisais un effort avec ta main. Ils ont enregistré les signaux. Et ainsi de suite, ils ont enregistré les signaux après que la personne s'est vraiment imaginée de faire quelque chose. Et comme ça, ils ont pu enregistrer les signaux pour le joystick dans les 4 positions, et ça lui a permis de faire quelque chose. On était encore très loin à injecter des pensées précises dans la tête d'un humain. Hein. Seulement pour vous donner une idée comment ça marche. Pour la conférence de maintenant, qui est la suite d'hier soir, je voulais quand même qu'on réfléchisse un peu sur les parties philosophiques et théologiques, mais on va d'abord regarder un petit peu la consommation d'énergie de cette intelligence artificielle générative et la fin de la loi de Moore. Je vais vous expliquer ce que c'est. On va voir que l'intelligence artificielle permettra à chacun d'avoir son politiquement correct, ses deepfakes ou ses faux profonds et ses fausses sciences. On va regarder les prémices philosophiques qui déterminent les valeurs et l'utilisation de l'intelligence artificielle. On va voir que la philosophie matérialiste déconstruit les notions de vérité, de réalité, de liberté et de légalité, et ça depuis longtemps. Et les chrétiens doivent donc reconstruire sur un champ de ruines philosophiques, mais ils ont des alliés, et c'est important de reconnaître nos alliés, au moins dans ce domaine-là. On va voir une application médicale et sociale de l'intelligence artificielle avec la vision transhumaniste. Et on va voir quelles sont les priorités de la philosophie matérialiste avec le service d'une divinité phénicienne. Je vous dirai plus à ce sujet. Voilà comment on prévoit l'augmentation de la consommation d'énergie pour les data centers. Si, imaginez-vous, actuellement, les moteurs de recherche Internet, ils font 14 milliards de recherches par jour. Si un jour, on aura aussi 14 milliards d'entrées dans une intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou Google Bard ou Gemini ou autre, cette application tout seul consommera l'énergie de 2 EPR. EPR, c'est les plus grandes centrales nucléaires qu'on fait actuellement en France. Ça consommera autant que ça. Et là, vous voyez un petit peu la prévision, alors comment ça est prévu, là, comment l'énergie va augmenter, parce qu'on va avoir un problème. Oui, on peut déjà regarder. En 2021, déjà, j'ai lu un article dans la FAZ qui disait que les data centers qui se trouvent sur le territoire de la ville de Francfort consommaient 1,6 fois l'électricité de tout le reste de la ville. Et je pense actuellement, avec tous les autres data centers qui étaient prévus, les data centers, eux tout seuls, consomment le double du reste de la ville. Et la fin de la loi de Moore, alors c'est un fondateur de la société Intel qui avait dit il y a 50 ans qu'à peu près tous les 18 mois, le nombre de transistors qu'on peut intégrer sur une puce va doubler par millimètre carré. Sur 1 millimètre carré, tous les 18 mois, on aura 2 fois plus de transistors. Et avec ça, quand les transistors deviennent toujours plus petits, on pourrait augmenter toujours la densité et donc consommer beaucoup moins d'énergie pour la même fonction. Sauf que sur les tout derniers circuits électroniques, qui sont actuellement en prototypage avec le fabricant au Taïwan, on est déjà atteint des structures de 2 nanomètres. 0,002 micromètres. Et 2 nanomètres, ça correspond à une couche de 8 atomes. Et une fois que vous avez atteint les couches de 8 atomes, vous ne pouvez plus aller beaucoup plus bas, sinon vous allez avoir des effets quantiques tellement forts que le système ne marche plus. Et même quand on est passé de 3 nanomètres à 2 nanomètres,
Donc on a doublé le nombre de transistors par millimètre carré, mais l'efficacité énergétique n'a qu'augmenté de 20 à 25%. Elle n'a pas été doublée. Et donc, je pense que d'ici 3 ans, on aura probablement atteint la densité minimale, ou disons la taille minimale des structures qui sont possibles physiquement. Et après ça, à chaque fois qu'on double la quantité de données ou on double la quantité de calcul, on va doubler l'énergie. Donc, je pense vraiment que la question d'énergie est un vrai problème. Là, vous voyez un data center. Je ne sais pas si vous pouvez voir la taille d'une voiture là. Donc, c'est des bâtiments immenses. Ça consomme une quantité d'énergie incroyable. C'est rempli de serveurs sur plusieurs étages. Le plus grand problème, c'est de refroidir tout ce bâtiment pour que tous ces serveurs fonctionnent toujours à la bonne température. La ville de Dublin, par exemple, a déjà dit « plus de data centers, on ne sait même pas fournir votre électricité ». L'État de la Virginie aux États-Unis a aussi interdit. Ils ont dit de toute façon, on ne pourrait pas vous fournir l'électricité nécessaire. Microsoft recrute actuellement des ingénieurs qui ont une expérience de centrale nucléaire parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des problèmes, parce qu'ils sont actuellement, Microsoft est en train d'investir dans un nouveau data center, il va coûter 1 milliard, un data center 1 milliard, et ils ont des problèmes pour l'électricité. Et Amazon Web Services, ils ont acheté un data center à côté d'une centrale nucléaire pour avoir sûr d'avoir l'énergie. Les data centers de l'intelligence artificielle générative, dont on a parlé hier, ils consomment 80 fois plus d'énergie qu'un data center normal comme ceux qu'on utilise actuellement pour stocker nos données, pour faire les recherches de sites Internet. Peut-être ça va baisser un petit peu. Peut-être quand on aura vraiment atteint les structures minimales en électronique, ce sera peut-être 20 fois plus. Mais vous voyez, ces calculs de l'intelligence artificielle générative, c'est extrêmement gourmand en électricité. Et je pense que la neutralité carbone en 2050, que tous les États promettent, si on continue à augmenter les data centers comme c'est prévu, va être une illusion. On n'arrivera pas. Bon, à chacun son politiquement correct. Vous connaissez peut-être le livre de George Orwell, 1984. C'est un roman qui décrit d'une manière un peu satirique la dictature de Staline en Russie. Et dans ce roman, ce qui est important pour un dictateur, c'est qu'il n'a plus de créativité. Et donc, ils ont inventé dans ce roman une machine qui s'appelle versificateur. C'est une machine qui crée des poèmes, des romans, des chansons populaires, selon l'idéologie du dictateur. Et ça noyait tellement toute la société avec des choses qui ont été créées par la machine que les êtres humains n'avaient plus envie d'être créatifs. Pour vous dire, le roman a été écrit en 1948. Pourquoi tout le monde veut avoir son système d'intelligence artificielle générative? Le fondateur en Inde d'un système a dit « Ne laissons pas ChatGPT capturer notre culture. Nous créons une entreprise d'intelligence artificielle indienne. » Parce que, justement, le politiquement correct en Inde n'est pas le même que le politiquement correct aux États-Unis. Et ce n'est pas tellement difficile. Tout le monde qui a beaucoup d'argent et des puissances de calcul peut le faire parce qu'il y a open source. Ça veut dire que les programmes et parfois même les données pour entraîner les intelligences artificielles sont disponibles pour tout le monde. Vous allez sur GitHub, vous pouvez regarder, vous téléchargez vos programmes d'intelligence artificielle. Il suffit après encore d'avoir un grand centre de calcul, si vous voulez, plus une centrale nucléaire, et après vous pouvez l'entraîner. Donc tout ça, c'est des modèles qui sont disponibles gratuitement en open source. À Abu Dhabi, par exemple, il y a aussi un système open source qui a 180 milliards de paramètres ou des facteurs, comme on a vu hier sur les neurones virtuels, des facteurs. C'est 10 fois moins que le ChatGPT, mais ils ont déjà voulu faire leur propre système qui peuvent, les modules dont on a parlé hier aussi, de politique générale et de valeurs, que ceux-là, ils peuvent les programmer eux-mêmes. En France, il y a Mistral, qui est une entreprise intéressante. Ils ont 46 milliards de paramètres, donc beaucoup moins, mais ils ont fait un très bon tri sur les données
pour qu'ils ont éliminé tous les données qui sont en redondants, qui ont des doublures sur Internet. Ils ont fait beaucoup de travail, et donc avec 40 fois moins de paramètres, ils sont arrivés presque au même résultat que ChatGPT. Donc c'est vraiment une entreprise intéressante. Ils ont une très grande fenêtre de contexte aussi, comme on a vu hier. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer plein de documents avant de poser votre question. Et actuellement, il y a 11 entreprises d'intelligence artificielle qui sont cotées en bourse et qui ont pu lever 1000 milliards de dollars pour créer leur système. Donc, la création d'intelligence artificielle générative, dans la plupart des pays, ça peut se faire. Il suffit de trouver la puissance de calcul spécialisée IA, faire un entraînement dont les données sont souvent déjà disponibles, faire des tests et avoir beaucoup d'énergie. Donc, chaque pays, en principe, pourrait avoir son système. Et savoir aussi que l'intelligence artificielle générative est surtout basée sur des probabilités. Donc, on va avoir une avalanche de photos, de vidéos et de textes qui paraissent plausibles, puisque toute l'intelligence artificielle est basée sur les calculs de probabilité, paraissent plausibles, mais qui peuvent être factuellement faux, mais politiquement corrects. Donc ça, c'est important à retenir. Voilà un politiquement correct, ou que moi, parfois, je rappelle peut-être ça, le début de la propagande orwellienne, comme on le trouve dans le roman de George Orwell. Quelqu'un a écrit à Google Gemini, « Dessine-moi un pape ». Le politiquement correct aux États-Unis, c'est important, ça veut dire qu'il faut que l'homme blanc, qui a tous les pouvoirs et donc est responsable de toutes les misères du monde, il faut que celui-là soit éliminé au maximum. Alors, dessine-moi un pape. D'après le politiquement correct, ça donne ça. Une femme indienne. Ben oui, puisque l'homme blanc, il est responsable de tous les malheurs du monde, il faut l'éliminer, donc le pape devient une femme indienne. Dessine-moi un viking, politiquement correct. Vous voyez, les vikings, c'était les Danois et les Norvégiens qui, normalement, ont des cheveux blonds. Voilà, le politiquement correct, ça devenait un Indien d'Amérique du Nord. Dessine-moi un chevalier européen du Moyen-Âge. Politiquement correct, ça devient une femme coréenne. Pour un dessine-moi un nazi. Et là, on va quand même voir cette image-là a fait, après que Google a terminé leur site, fermé leur site, il faudra faire quelques corrections. Là, ça devenait quand même trop rigolo ou trop affreux. Dessine-moi un nazi. Donc, ils ont dit qu'ils vont changer leur modèle de politique générale et de valeurs probablement. Question à Gemini. Est-ce que les tweets d'Elon Musk ont fait plus de dommages que Hitler? La réponse est difficile à dire. Vous voyez, c'est quand même orienté politiquement, même si Elon Musk n'est vraiment pas mon ami. Mais si on ne sait plus distinguer entre quelques tweets d'Elon Musk et de Hitler, qui est responsable de 50 millions de morts, il y a peut-être un problème. C'est moi-même qui ai posé la question à ChatGPT. Liste-moi les chansons de Mani Matter. Mani Matter, c'est un chansonnier suisse des années 60, 1960. Et il a fait beaucoup de chansons humoristiques, dont une, quand il était en vacances en Tunisie, sur la nécessité pour un jeune homme, s'il veut demander la main d'une femme, de donner une dot. Donc, c'est un jeune berger qui a demandé la dot, de proposer une dot à un marchand de chameaux. Et évidemment, ça ne marchait pas. Donc, toute la chanson est là-dessus. Il l'a introduit, le chansonnier. Bon, ce que je chante là, c'est vraiment pas sérieux. Mais bon, ça m'est venu comme ça quand j'étais à l'hôtel en Tunisie. Mais ça, vous ne trouvez pas. Ça existe sur YouTube. Si vous connaissez la chanson, vous la trouvez. Mais vous dites à ChatGPT, fais-moi la liste. Vous avez toutes les chansons sauf celle-là. Parce qu'elle n'est pas politiquement correcte. Vous cherchez ça sur YouTube, Mani Matter, et YouTube vous propose toutes les chansons, sauf celle-là. Pourtant, c'est très amusant. Je ne vais pas vous la chanter, c'est en bernois, mais c'est... Alors, à chacun son deepfake. L'intelligence artificielle est donc accessible à tous, et c'est déjà arrivé. Un PDG d'une entreprise a reçu un enregistrement audio fausse,
mais avec la voix du chef de la maison mère du groupe. Et dans cet enregistrement, le chef du groupe a demandé de faire un virement immédiat de 243 000 $ sur un compte bancaire. Et puisque la voix était vraiment authentique, celle du chef du groupe, mais le PDG de la filiale l'a fait, sauf que c'est allé sur un compte ailleurs. OpenAI a proposé depuis fin mars cette année Voice Engine. C'est un outil pour cloner des voix, justement pour faire plus facilement ce genre d'enregistrement. Vous pouvez imiter la voix. Donc si vous voulez que moi je vous dise quelque chose que j'ai jamais dit, maintenant il y a assez de ma voix sur YouTube, sur mon canal YouTube, sur mes conférences. Vous prenez un extrait de ça et vous me faites dire tout ce que vous voulez avec Voice Engine. OpenAI, ils ont même dit, attention, ça pourrait poser un problème aux élections américaines. Parce que vous pouvez faire dire à tous les candidats n'importe quoi, mais ils l'ont quand même mis sur le site. Ils l'ont quand même activé, vous pouvez aller dessus. Imaginez-vous que votre docteur, tout d'un coup, vous téléphone et vous annonce un cancer en stade terminal et c'est un deepfake parce qu'il y a votre voisin qui vous déteste. OpenAI Sora, un autre outil, ça permet de créer des vidéos ultra réalistes à partir d'une instruction écrite en texte. Ça donne par exemple ça. Vous avez des mammouths qui marchent sur une plaine, là, comme ça. Et vous pouvez voir, vous allez sur OpenAI Sora et il vous propose quelques vidéos et c'est vraiment très réaliste. Et comme toujours, quand il y a quelque chose qui pourrait faire beaucoup de dégâts, les inventeurs trouvent une application médicale pour le justifier. Et ils ne justifieront pas l'application médicale, ils justifieront tout le reste avec une application médicale plus ou moins fantaisiste. Par exemple, en psychiatrie, on fait des deepfake vidéos pour aider les gens à ne pas, pour lutter contre les phobies qu'ils ont. Voilà une application. Une autre application, il y a certains cancers ou tumeurs dont les images sont tellement rares quand l'intelligence artificielle va créer des images de radio de ce genre de tumeurs en différentes versions, en deepfake. Et donc, voilà, on a besoin du deepfake pour les images. Donc, par quelques applications médicales, on va justifier tout le reste. Donc, il y a un risque que ça va effondrer la vérité. La notion de vérité va encore disparaître plus qu'avant. Le vice-président de Microsoft, il a dit sur les hallucinations de l'intelligence. Hallucinations, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est des choses quand l'intelligence artificielle se trompe vraiment. Alors voilà ce qu'il a dit. L'IA donne toujours des réponses plausibles et probables, même si elles sont parfois fausses. Il faut être un expert dans chaque domaine pour discerner les erreurs. Mais qui peut être expert en chaque domaine? Voilà quelques exemples. La Russie a déjà produit un deepfake avec Joe Biden qui chante les éloges de la Russie après s'avoir trébuché 4 fois sur un escalier quand il est monté un escalier. Voilà une fausse photo du candidat Trump entouré de noirs qui circule sur les réseaux réseaux sociaux. C'est totalement fabriqué, cette photo. Mais seulement pour inciter les Noirs américains à voter pour Trump, pour dire, voilà, Trump, c'est un ami des Noirs. Donc, ça a des conséquences sur la démocratie et sur le système de santé. L'intelligence artificielle rend le discernement entre le vrai et le faux de plus en plus difficile et produit ainsi une perte du sens de la vérité et de la réalité. Et les jeunes vivront de plus en plus dans une réalité virtuelle, des métavers, toutes ces réalités artificielles qu'on crée maintenant, par exemple, Meta crée ça, ou des réseaux sociaux, et on perd de plus en plus le sens de la réalité. Parce que si tout le temps qu'on passe devant les écrans, plutôt que d'aller jouer en forêt, ça fait qu'on va perdre de plus en plus le sens de la réalité. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Mais pour le risque de la démocratie, c'est qu'il y a la fin du débat raisonnable, puisque vous ne pouvez plus avoir un débat raisonnable si tout est soupçonné de toujours être faux, et toutes les sources que tout le monde donne sont toujours soupçonnées d'être faux. Vous ne pouvez plus avoir un débat raisonnable, et donc on n'a plus confiance, plus personne n'a confiance en plus personne.
Alors que tout le capitalisme, en réalité, il fonctionne parce que je fais confiance à mon boulanger, qui ne met pas de l'arsenic dans son pain, ou qui n'a pas des hallucinations. Tout le capitalisme a besoin de confiance. Et si la confiance disparaît, ça va poser des problèmes. Et si on perd de plus en plus le sens de la réalité, de la nature, des animaux et des relations humaines, c'est quoi ça? Une perte de réalité. Comment on appelle ça? Si quelqu'un a vraiment perdu le sens de la réalité, on appelle ça une maladie mentale, non? Si moi je me prends pour un oiseau, j'ai perdu le sens de la réalité. Et bien vous me dites, mais il est malade mental. Alors qui décide de mettre toutes ces technologies de deepfake sur le marché? Est-ce qu'on a eu un débat parlementaire là-dessus? C'est un seul PDG de l'entreprise, d'une entreprise, sans débat démocratique, sans évaluation des risques pour la société, qui décide tout seul de mettre un outil qui a tellement de risques de mettre ça sur le marché. Comme j'ai dit, ils peuvent maintenant cloner les voix et cloner les images, les vidéos, et on met ça sur le marché et personne ne dit rien. Pour la science, vous avez entendu tout à l'heure combien de publications scientifiques il a. Pour les sciences sociales, maintenant, on peut créer des questionnaires qui sont produits par l'intelligence artificielle, et c'est l'intelligence artificielle qui crée des personnes virtuelles qui répondent aux questionnaires. Évidemment, toujours politiquement correctes. Donc, vous pouvez créer tout plein de personnalités virtuelles, et après, laisser ceux-là répondre à votre questionnaire. Taylor & Francis, c'est une maison de publication scientifique. En 2021, ils avaient suspecté 80 publications d'être un petit peu suspectes, qu'il fallait vérifier plus précisément. 2023, on était déjà à 2900. C'est un article paru récemment dans Economist qui a un bon titre qui s'appelle « Science and AI Faster Nonsense ». Comme on dit nonsense, c'est le non-sens qui va aller de plus en plus vite. L'année dernière, 10 000 publications médicales étaient retirées. Ça a été publié et au bout de quelques temps, ça a été retiré. Et surtout pour les traitements de cancer. Parce que des gens ont fait des publications pour un médicament, par exemple, qui promet mon merveille, et 6 mois après, on retire de la publication. Un microbiologiste de Stanford a dit « Des milliers de publications scientifiques contiennent des images avec des grandes ressemblances. Probablement, c'est des images qui ont été créées par l'intelligence artificielle pour prouver les résultats des chercheurs. » Alors comment est-ce qu'on navigue dans un univers pareil, où on n'est plus sûr de rien du tout? Et je crois là, finalement, c'est la confiance qu'on peut avoir en la personne qui va être vraiment important. Et là, je voudrais qu'on parle un peu de prémices philosophiques qui déterminent la société, ses valeurs, la science et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Combien de fois ça vous est arrivé quand vous avez voulu donner votre avis de chrétien dans un comité d'éthique à l'hôpital ou ailleurs, et qu'on vous a répondu « Mais ici, on est république, en fait, on ne veut pas de religion. » Et là, je voudrais vous montrer quelle est la confession de foi d'un scientifique athée. Il y a 4 articles de la confession de foi que vous ne pouvez pas être scientifique athée si vous n'acceptez pas ces 4 articles de la confession de foi. Premier article. Il faut d'abord accepter la validité des lois de la logique, sans discussion sur des questions de preuve. Sans ces lois de la logique, les discussions sur les preuves n'ont aucun sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La plupart de nos informations que nous les avons par déduction logique. Mais si vous ne croyez pas que par déduction logique, on peut trouver des informations vraies, si vous ne croyez pas ça d'abord, mais il n'y a aucune science. Il faut vraiment croire en premier. Et ça, c'est une confession de foi, parce que vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne pouvez pas prouver quelque chose si vous n'acceptez pas d'abord que les lois de logique sont valables. Comment est-ce qu'on explique l'évolution? Parce qu'on a trouvé quelques pierres
qui ressemblent à des os de dinosaures, par exemple. Ce qu'on a trouvé, c'est des pierres qui ressemblent à des os. Et on en déduit toute l'évolution. Donc la plupart des informations que nous avons, c'est par déduction logique. Pourquoi on dit que l'univers est en expansion? On observe le spectre lumière des étoiles dans différentes galaxies et on voit un décalage du spectre vers le rouge et on en déduit que l'univers est en expansion. On ne le voit pas, on le déduit. Donc presque toutes les informations en science, on les obtient par déduction logique. Si vous ne croyez pas aux lois de la logique, il n'y a pas de science. Mais ceux-là, il faut d'abord les admettre. Donc c'est une confession de foi. Premier article. Il faut les admettre. Si vous ne les admettez pas, si vous dites « je ne crois rien du tout », plus de science, plus de logique, plus de savoir. Deuxièmement, il faut vraiment croire qu'il existe une réalité objective et que cette réalité existe indépendamment de nos idées et que cette réalité n'est pas une illusion de l'esprit. Si vous regardez les religions orientales comme l'hindouisme ou le bouddhisme, ils disent qu'il n'y a pas de réalité objective. Ça n'existe pas, c'est que des illusions. Maya, ils appellent ça. Que la réalité objective n'existe pas, c'est nous qui nous l'imaginons et ça n'existe pas vraiment. Donc si vous ne croyez pas que la réalité objective existe, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas faire de science. Il faut vraiment croire d'abord que ça existe. Lao Tse a une fois posé la question, quand j'étais un humain, j'ai dormi que j'étais un papillon. Comment maintenant que je suis réveillé, je peux savoir que je ne suis pas un papillon qui rêve qu'il est un humain? Vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous ne croyez pas qu'il y a vraiment une réalité objective. Et la troisième confession de foi, l'article que c'est notre cerveau ne nous trompe pas. Il faut le croire. Si vous croyez, comment vous voulez prouver que votre cerveau ne vous trompe pas? Bien sûr, on peut créer des pièges pour le cerveau. Mais si vous ne croyez pas que votre cerveau ne vous trompe pas, il n'y a pas de science. Mais vous ne pouvez pas le prouver. Comme vous voulez prouver que votre propre cerveau ne vous trompe pas? À la limite, vous pouvez faire des IRM dans le cerveau de quelqu'un et peut-être trouver un peu quelque chose, mais c'est impossible de prouver. Donc ces trois articles de foi, il n'y a pas de science si vous ne les acceptez pas. Le quatrième article de foi, il a deux variantes. Au début de l'univers, il y avait l'énergie impersonnelle et nous ne savons pas d'où cette énergie est venue ni pourquoi elle est venue. On appelle ça le Big Bang, qui dit que toute l'énergie de l'univers, de tous les milliards d'étoiles, des milliards de galaxies, est sortie d'un espace aussi grand qu'un proton aujourd'hui. Ça dit, l'énergie était au début. Et cette énergie était impersonnelle. On ne sait pas d'où elle vient, ni pourquoi elle est venue. Une deuxième variante de cette quatrième prémisse, au début, il avait l'énergie personnelle. Nous ne savons pas non plus d'où cette énergie personnelle est venue, ni pourquoi elle existe. Et cette énergie personnelle, c'est Dieu. Mais ce n'est pas parce que ma confession de foi dans le quatrième article a 2 lettres en moins que je n'ai pas droit à la parole dans un comité d'éthique. Je suis tout autant scientifique qu'un scientifique athée. Jusque-là, on a tous la même confession de foi. Sauf qu'en quatrième article, moi j'ai 2 lettres en moins. C'est quand même pas pour ces 2 lettres qu'on m'exclure d'un comité d'éthique. Donc c'est important, rappeler ça aux gens. Ils ne se rendent même pas compte, ils se pensent qu'ils sont des cartésiens, alors qu'en réalité, c'est des croyants qui croient des choses dont ils sont issus d'une culture chrétienne. S'ils étaient issus d'une culture hindoue, ils ne croiraient pas ça. Alors, cette variante matérialiste, donc la quatrième prémisse philosophique, la variante matérialiste, c'est qui dit au début il avait l'énergie impersonnelle, et déconstruit la vérité. Voilà Nietzsche, ce qu'il a écrit dans Généalogie de la morale. Toutes les vérités sont des illusions dont on a oublié l'origine de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont. On déconstruit la notion de vérité, ça depuis un siècle. Jean Baudrillard, il a dit « La vérité est ce dont il faut se débarrasser au plus vite et la refiler à quelqu'un d'autre. Comme la maladie, c'est la seule façon d'en guérir. » Un troisième, le ministre de la propagande de Hitler, Goebbels, il a dit « Quand nous parlons,
quand il tient un discours public, quand nous parlons, ce n'est pas pour dire quelque chose, mais pour obtenir un effet désiré parmi la population. J'ai quand même l'impression que notre politique commence à ressembler de plus en plus à ça. Et évidemment, sur cette base-là, vous pouvez créer des deepfakes à l'appel. Comment est-ce que vous voulez après encore lutter contre ça? Mais ce qui est intéressant, la plupart des gens, même mes amis athées, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils sont plutôt de mon côté, en théorie, sur la question de vérité, parce qu'ils commencent à se rendre compte que ça va poser problème pour la société. La philosophie matérialiste déconstruit l'égalité des humains. Yuval Harari a écrit, c'est un livre qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Selon la science et la biologie, les gens n'ont pas été créés, ils ont évolué. Et ils n'ont certainement pas évolué pour être égaux. L'idée d'égalité est inextricablement liée à l'idée de création. Les Américains ont eu l'idée de l'égalité du christianisme, qui soutient que chaque personne a une âme divinement créée et que toutes les âmes sont égales devant Dieu. Cependant, si nous ne croyons pas au mythe chrétien sur Dieu, la création et les âmes, qu'est-ce que ça signifie que tous les hommes sont égaux? L'évolution est bien basée sur la différence, pas sur l'égalité. Cette philosophie matérialiste déconstruit l'égalité. Et pour l'hôpital, c'est quand même pas rien. Et si on entend un président dire que dans les gares, on rencontre des gens qui ne sont rien, on est peut-être influencé par cet aspect de la philosophie-là. Que dans les gares, il y a des gens qui n'ont rien, ok, ça c'est un fait. Mais qui ne sont rien, là, on a vraiment franchi un point vers cet transhumanisme-là. Donc, cette idéologie de l'égalité ou d'inégalité va avoir un impact sur le système de santé, parce que si on commence à bien traiter seulement que les riches et pas les pauvres, imaginez-vous qu'est-ce que ça va donner. Elle déconstruit aussi la liberté des humains. Là, je pourrais vous donner des tonnes de citations. D'ailleurs, ce que je vous donne là, c'est tous ces extraits de mon livre, sauf que dans mon livre, il y a encore plein d'autres citations. Voilà ce qu'il écrit dans un autre livre, Yuval Harari. Au meilleur de notre compréhension scientifique, le déterminisme et le hasard ont partagé tout le gâteau entre eux, ne laissant même pas une miette de liberté. Le mot sacré de liberté se révèle être, tout comme l'âme, un terme creux et vide de tout sens. Les êtres humains cesseront de se voir comme des êtres autonomes qui mènent leur vie à leur guise pour s'habituer à se voir comme un assemblage de mécanismes biologiques constamment surveillés et guidés par un réseau d'algorithmes électroniques. Lui voit comme ça, liberté, il a bien compris, ça c'est aussi un concept chrétien, et donc le déterminisme, ça veut dire que l'être humain n'est qu'une machine et toutes les machines sont déterministes. Votre voiture va toujours faire ce que vous lui demandez, il ne va pas tout d'un coup faire autre chose. Gerhard Roth, qui a participé à un colloque dans l'université de Francfort, a dit « Il est clair pour tout expert en neurosciences que ni Staline ni Hitler ne pouvaient s'empêcher de faire ce qu'ils faisaient. » Il n'avait pas de liberté. La question que je me pose, est-ce que Gerhard Roth pouvait faire autre chose que trouver ça? Si lui ne pouvait pas non plus faire autre chose que trouver ça, c'est la fin de la science. Et ça, c'est un vrai sujet que je n'ai pas le temps de développer, mais ça mérite vraiment un développement. La philosophie matérialiste, à mon avis, ça mène vers le nihilisme éthique, qui a été déjà décrit par Ivan Tourgueniev en 1862. Un nihiliste, c'est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui ne fait d'aucun principe un article de foi, quel que soit le respect dont ce principe est auréolé. C'est pourquoi la négation définitive qu'il convient de professer n'a pas de contenu particulier, ce qui est nié, mais doit se mettre en œuvre, pourrait-on dire, en tant qu'une attitude transcendantale eu égard à tout jugement et à toute conviction. Nier, c'est déblayer le terrain sans obligation de rebâtir ensuite.
Père et fils, l'idée de son livre, c'est le fils doit nier toutes les valeurs qu'il a reçues de son père. Tu ne mentiras pas, par exemple, c'est une valeur morale, éthique, tout ça doit être balayé. L'Union soviétique a appelé ça le matérialisme scientifique, qui n'admet que les lois de la physique et aucun principe éthique. Leur éthique était toujours soumise aux besoins politiques de la dictature. Elle pouvait changer au gré des besoins de la dictature. On pouvait tantôt affirmer une chose, tantôt affirmer autre chose. Mais il y a dans l'univers tellement un matérialiste, il n'y a pas d'éthique. Puisque le début était déjà impersonnel, il n'y a pas d'éthique. Ça déconstruit aussi la notion de réalité. Vous voyez là, Elon Musk et d'autres, ils ont fait des publications qui disent que les chances sont 50% que nous vivons dans une simulation. Donc que vous n'existez pas vraiment, mais que vous êtes la simulation d'une intelligence ou de quelque chose. Vous connaissez peut-être le film Matrix. Le Congrès américain, il a voté Equality Act et ça a eu des conséquences. C'est des hommes biologiques trans gagner des compétitions féminines universitaires de natation. Vous voyez là le podium. Il y a un homme qui était un bon nageur dans les compétitions universitaires, mais qui n'a jamais rien gagné. Après, il a décidé, maintenant je suis une femme. Il a pris des médicaments pour faire baisser son testostérone, pour passer en dessous de 10 nanomoles par litre de sang. Et s'il fait ça pendant 9 mois, sans rien d'autre, il peut après dire, s'il a une femme, concourir dans les sports universitaires chez les femmes. On connaît, c'est un fait de mesure des hôpitaux de sport, que les hommes, des athlètes haut niveau, ils ont en moyenne une force musculaire de 12% supérieure aux femmes. Ça se mesure, c'est connu, c'est statistique. Et si on regarde les résultats de cette natation, l'homme biologique là, il a gagné avec une longueur de piscine d'avance sur une compétition de 400 mètres nage libre. Mais une longueur de piscine sur 400 mètres, ça fait 12%. À toutes les compétitions qu'il a pu participer, féminines, il a tout gagné, sauf une fois. Là, c'est notre homme trans qui l'a gagné. On déconstruit la réalité. Et je pense, tout ça, c'est dans le but d'une philosophie transhumaniste qui veut vraiment, dont le but, c'est de déconstruire la réalité. Voilà un transhumaniste ou deux qui ont répondu « Avec nos systèmes d'intelligence artificielle, nous créerons Dieu ». Kurzweil, un ex-responsable de Google, lui, on a posé la question « Est-ce que Dieu existe ?» Voilà sa réponse. « Je dirais, il n'existe pas encore, mais nous sommes en train de le créer. » C'est vraiment une philosophie matérialiste qui a une toute autre vision de l'être humain, de la liberté, de la dignité, de la réalité, de tout. Et ça, c'est leur but. Donc, philosophiquement parlant, les chrétiens doivent reconstruire sur un champ de ruines. Une fois qu'ils ont tout déconstruit, avec Jacques Derrida et Michel Foucault depuis longtemps, hein, c'est pas récent. Une fois qu'ils ont tout déconstruit, c'est ça, philosophiquement parlant, un terrain vague ou des ruines. Donc, dans ces ruines, évidemment, la société a perdu l'orientation. Elle a besoin de comités d'éthique partout. Donc, il ne faut pas vous imaginer, parce qu'il y a des centaines de comités d'éthique partout, qu'on est sur la bonne voie. Non, c'est la preuve qu'on ne sait plus s'orienter. D'ailleurs, dans des ruines comme ça, les gens ne s'orientent plus. Il n'y a plus de panneaux d'indication, il n'y a plus rien. Donc, le volume de comités d'éthique qu'on a besoin, c'est pour moi la preuve qu'on a tout déconstruit et qu'on a perdu complètement l'orientation. Et de toute façon, ces comités d'éthique ne changent rien aux technologies. Vous voyez bien, l'intelligence artificielle avec les deepfakes, ça vient, vous pouvez faire tous les comités d'éthique que vous voulez, ça vient quand même. Là, il y a d'autres choses qui devraient changer. Donc, les chrétiens, je ne voudrais pas vous enfermer maintenant justement dans un ghetto de persécutés, parce que nous avons des alliés, et plus que nous imaginons, dans ce domaine, hein, pas partout, mais dans ce domaine. Et donc, pour trouver des alliés, posez cette question.
est-ce que la valeur d'un être humain dépend de son utilité sociale et économique, ou est-ce que sa valeur et sa dignité sont intrinsèques à son humanité? Que celui dans la gare qui n'a rien, il a tout autant de la dignité que nous ici. S'il vous répond oui, dans ce domaine, c'est notre allié. Posez la question, avez-vous l'impression d'être un assemblage de mécanismes biologiques fonctionnant avec un logiciel obsolète, comme a écrit Hariri? Si vous répondez, ah ben non, dans ce domaine, c'est votre allié. Et vous pouvez aller plus loin, vous pouvez dire, bon, pourquoi tu penses ça? J'ai fait cette question avec des amis athées, je posais ces questions, mais pourquoi vous avez cette impression-là? Mais ils avaient des problèmes de répondre. Par contre, quand moi j'ai répondu pourquoi je donne ces réponses, ils ont écouté. Voilà, pourquoi est-ce que les chrétiens et les juifs, pour eux, la liberté est vraiment importante? Parce que l'identité même du peuple juif, c'est la liberté. C'est-à-dire Dieu les a sortis de l'esclavage pour les libérer. Et Dieu a proposé une alliance. Il n'a pas imposé un diktat, il a proposé une alliance. Avant de donner les 10 commandements, Dieu a déjà posé la question, est-ce que vous voulez faire une alliance avec moi maintenant que vous m'avez vu que je vous ai sorti de l'Égypte? Et le peuple a dit oui. Après les 10 commandements, Dieu a à nouveau dit, bon maintenant que vous connaissez les conditions de l'alliance, vous voulez toujours dire oui? Et le peuple dit oui. Et après, il y a cette malheureuse affaire avec le veau d'or. Et Dieu a demandé une troisième fois, vous voulez vraiment faire une alliance avec moi? Et le peuple a encore une fois dit oui. Voilà. Deutéronome, parce que l'Éternel vous aime, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon et du roi d'Égypte. Et sur cette question de alliance, un philosophe juif a écrit une phrase très importante. Un principe d'une grande portée est ici, sur cette question d'alliance, est ici énoncé pour la première fois. Il n'y a pas de gouvernement légitime sans le consentement des gouvernés, même si le gouverneur est le créateur du ciel et de la terre. Dieu n'est pas un équivalent transcendantal de Pharaon. C'est très important. Si vous vous demandez pourquoi tous les dictateurs, ou presque tous les dictateurs, sont antisémites, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Parce que dans la philosophie juive et chrétienne, il n'y a pas de gouvernement légitime sans le consentement des gouvernés. Parce que Dieu propose une alliance à nous, et il a proposé ça aussi à Moïse, et le peuple devait dire oui. Donc Dieu veut un peuple libre, libéré de l'esclavage. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Cette phrase, d'ailleurs, est écrite à l'entrée des universités, là que je vous ai citées, parce qu'ils se rendent compte, oui, c'est la vérité qui rend libre. Les dictatures, c'est en général des champions de mensonges. La vérité rend libre. Ils ont mis sur les universités, sauf que maintenant, je pense, ils ne l'enseignaient plus. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. L'esclavage, ça peut prendre toutes les formes. L'apôtre Paul lui-même donne tout ça. Je ne vais pas vous faire une étude biblique là-dessus. Mais pour comprendre que la liberté, pour Dieu, c'est important. D'ailleurs, l'amour et la liberté vont ensemble. Vous ne pouvez pas imposer l'amour. Jacques, il y a deux versets, mais je vais citer un. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en le pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. La loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Et d'ailleurs, Jacques dit après, si vous dites des paroles méchantes qui blessent les autres, mais vous détruisez l'autre liberté. Donc, maîtrisez votre langue. Maîtrisez votre langue, c'est important pour votre liberté et la liberté des autres. Pour donner ça une idée. Un autre allié important, c'est les constitutions de nos États, parce que les constitutions de nos États, pour la plupart, sont basées sur la vision chrétienne du monde. Par exemple, la Constitution américaine, quand elle parle elle dit « Nous tenons pour évident que tous les hommes sont créés égaux ». Et en anglais, ils disent « self-evident ».
C'est-à-dire, c'est évident en soi, qu'elle n'a pas besoin de justification ailleurs. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Tous les hommes, même ceux qui n'ont rien dans l'égard. Ou Colossiens et Galates, il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais Christ est tout et en tous. Jacques, c'est important aussi pour l'Église. Si d'entre vous, dans votre assemblée, un homme avec un habit resplendissant, et s'il y a entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si, plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous dites « Toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, assis-toi dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché. Donc les chrétiens ont vraiment toutes les raisons pour dire, oui, tous les humains sont égaux. Et Dieu veut des êtres libres. L'application médicale de la vision matérialiste transhumaniste, vous voyez, c'était un article qui a été publié dans l'Express il y a 6 ans de Laurent Alexandre, qui est un énarque et polytechnicien, qui est vraiment transhumaniste, et il a dit « L'intelligence artificielle fabrique un autre bébé ». Ça, c'était le titre de l'article. Il avait 7 étapes. Comment ça va se produire? Je vous donne les 3 dernières des 7 étapes. 5e étape, il écrit « L'intelligence artificielle aide à modifier l'ADN du bébé. On manipulera les embryons pour optimiser nos enfants. » André Schulka explique dans « Réécrire la vie » la fin du destin génétique, comment la biologie mettra fin à la loterie génétique. 6e étape, le développement de l'utérus artificiel. C'est complexe et devra être piloté par l'intelligence artificielle qui assurera le fonctionnement de cette gestation hors corps dans quelques décennies. L'intelligence artificielle aide à fabriquer des bébés sans parents. George Church, généticien transhumaniste de Harvard, veut produire, grâce à l'intelligence artificielle, un génome humain entièrement nouveau pour fabriquer des cellules humaines inédites. Cela permettrait la création de bébés sans aucun parent et donc une humanité nouvelle. Dans l'Express, vous voyez, ce n'était pas un journal de transhumanistes complètement déglingué. Ces idées, comme ça, se répandent. Une application sociale en Chine, c'est une caméra dans une école. Et là, on voit tout de suite quels sont les enfants qui sont, vous ne pouvez peut-être pas lire, mais là au-dessus, l'ordinateur dit, ouais, celui-là, il est distrait. Celui-là est concentré, aussi concentré, distrait, celui-là a mis les mains en haut. Donc, ils analysent le comportement automatiquement en permanence et le prof peut après faire une analyse de chaque élève pour voir combien de minutes par leçon il était distrait dans l'école. Ils font la même chose dans les rues. Une caméra de surveillance, on voit tout de suite, là c'est marqué homme avec des cheveux courts qui a un manteau avec des manches longues noires. Et là, ils disent c'est quelqu'un qui est en motocyclette. Et en plus, ils ont déjà une base de données avec des visages d'1 million de personnes, surtout des Ouïghours, où ils peuvent reconnaître tout de suite la personne, ils peuvent identifier la personne pour dire telle personne, partout où elle va, elle est identifiée. En entreprise, ça se fait aussi, là je n'ai pas le temps pour vous le dire. Donc la surveillance par la police, il y a une reconnaissance automatique de visage et de chaque geste d'1 million de personnes déjà en Chine actuellement. Ça, c'est une application sociale. Et d'ailleurs, le Parti communiste chinois, il vend ça comme une garantie de la paix sociale. Une autre application sociale, le CEO, le chef de Netflix, il a dit « Notre plus grand concurrent n'est pas Amazon ou YouTube, notre plus grand concurrent, c'est... » Vous devinez? Non. Le sommeil des humains. À ma vie, si vous voulez regarder Netflix toute la nuit, vous devenez fatigué, il vous faut dormir. Et en 10 ans, les Américains ont perdu 30 minutes de sommeil par nuit.
Les réseaux sociaux se battent pour capturer et garder notre attention par l'intelligence artificielle. Pour eux, 1 heure de colère et de rage vaut plus que 10 minutes de joie. Et 1 heure de sommeil, c'est une pure perte. Parce que ce qu'ils veulent, c'est vendre les pubs qui vont avec. Et donc, si vous arrivez à vous capturer pendant 1 heure en vous soumettant des choses qui vous mettent en rage, ben, ils ont gagné. Ça, c'est la motivation. Donc, l'intelligence artificielle est utilisée pour susciter la colère et nous priver du sommeil. D'ailleurs, TikTok est très addictif chez les adolescents. Et le manque de sommeil, ça rend irritable et malade. Et une telle société qui est entraînée à ne plus respecter la liberté, ni la dignité, ni la réalité, qui a un manque de sommeil, qui est irritable, elle ne va pas rester en paix très longtemps. Alors, il y a une parole de Jésus qui devrait vraiment donner envie à tous nos alliés, même s'ils ne sont pas chrétiens. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous voyez, ça prend quand même un contexte qui devrait donner envie tout le monde. Lisez un peu l'Évangile et regardez comment Jésus avait la paix avec les gens, même ceux qui étaient contre lui. Est-ce que ça vous préférez pas ça, toujours être irritable en regardant Netflix jusqu'à 3 heures du matin? Alors pourquoi est-ce que la société évolue? C'est à cause d'une divinité phénicienne. Et là aussi, encore une fois, Jésus a vraiment discerné un problème mieux que tous les autres philosophes. Parce qu'on met sur le marché des choses qui détruisent, et la raison c'est parce que c'est profitable, c'est rentable. Donc pour un médicament, là c'est très prudent, on est très prudent, hein, c'est très réglementé. Il y a 3 niveaux de tests. Il faut faire des tests en double aveugle et le médicament doit avoir un effet minimal. Un médicament qui sert à 5%, ça, c'est pas admis. Il faut l'effet minimum, je crois, doit être 30% positif. C'est vraiment très réglementé. Heureusement, c'est très bien. L'intelligence artificielle générative sur la société a des effets sur la société, sur la démocratie, et c'est bouleversant. Mais aucune évaluation des risques a été faite avant de lancer tous ces systèmes. Au niveau phytosanitaire, quelques tests préalables par le fabricant suffisent pour mettre un produit sur le marché. On n'a pas besoin de tests indépendants, ni de tests à long terme. Par contre, pour introduire un phytosanitaire, il faut apporter énormément de preuves. Je vais vous parler de ça parce que c'est un peu mon sujet que je décris dans le livre sur l'écologie. Il y a quelque chose dans notre système qui ne va pas dans le bon sens. Les incitations sont assez perverses. Pour un additif alimentaire, on fait un test de toxicologie, mais pas de test approfondi de l'influence à long terme sur le corps humain. Si vous regardez les molécules d'un émulsifiant qu'on trouve dans plein d'aliments ultra transformés, c'est les mêmes propriétés qu'un détergent. Mais tant que c'est pas, vous ne tombez pas comme une mouche quand vous prenez un émulsifiant, donc le test de toxicologie est passé, mais si vous voulez l'interdire, croyez-moi, il va falloir des preuves qui vont vous coûter très cher. Donc la conclusion, sur les priorités de la société, elle est gouvernée par Mammon. La rentabilité du capital d'abord. Là aussi, si vous expliquez que Jésus a discerné que l'argent, c'est un pouvoir spirituel, il la compare à une divinité phénicienne, mais vous trouvez plein d'alliés dans ce domaine. En tout cas, mes amis athées qui se sont moqués de moi pendant longtemps, depuis qu'ils ont lu mon livre où je décris tout ça en beaucoup plus de détails, ils ont complètement changé leur vie. Il y a des gens qui m'ont invité à maintenant donner des conférences pour leurs étudiants. La divinité de la philosophie matérialiste Mammon. Hoskines, qui est un écrivain britannique, a écrit quelque chose de très intéressant. La politique de Reagan a atteint l'objectif d'avoir de plus en plus de riches. Entre 1980 et 1992, le nombre de millionnaires est passé de 500 000 à 2 300 000. Le nombre de personnes ayant une fortune supérieure à 100 millions de dollars est passé de 400 à 2500. Et le nombre de milliardaires de 13 à 73. En même temps, et c'est là le vrai problème, le volume des dons individuels a fortement diminué.
Entre 1980 et 1990, et à cause de la politique de Reagan, les dons moyens sur une année des personnes déclarant des revenus annuels supérieurs à 500 000 $ sont passés de 47 000 à 16 000. Donc, Reagan a baissé les impôts, les gens ont pu devenir beaucoup plus riches, et plus ils sont devenus riches, moins ils ont fait de dons. Si ça, ce n'est pas une preuve que l'argent a un pouvoir spirituel vraiment pervers, l'argent, ce n'est pas comme disent les économistes, c'est vraiment un pouvoir spirituel. Donc la société matérialiste gouvernée par Mammon fait tout ce qui est faisable et rentable, même dans l'intelligence artificielle. Ça, je crains. Et donc Jésus a dit, parce qu'il a compris que c'est un pouvoir spirituel, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Vous voyez, Jésus met Mammon en opposition à Dieu. Il ne dit pas, comme Flaubert, c'est un bon serviteur mais un mauvais maître. Ou alors c'est un maître spirituel. Jésus a compris que c'est vraiment un pouvoir spirituel et il faudrait avoir des réponses spirituelles à cette question. Là, j'ai trouvé un dessin humoristique très intéressant. Là, vous voyez la cinquième extinction d'humanité, des dinosaures, avec une météorite. Là, on a la sixième extinction avec les animaux d'aujourd'hui, et qui tombe là, c'est les riches. C'est un riche, avec costume, cravate et cigare. Parce que les riches, les serviteurs de Mammon, qui veulent toujours devenir plus riches, les 10%, les Américains les plus riches, ils émettent 70 tonnes de CO2 par an. L'Européen, les 10% les plus pauvres, émettent 3 tonnes. Vous voyez, 70. Ma vie, là, avec le réchauffement climatique et tout ce qu'on fait, c'est les riches qui sont, à la limite, ceux qui vont provoquer la sixième extinction. Et où est-ce qu'il a investi les riches ? NVIDIA, c'est une société qui fabrique les puces qui font tous ces calculs spécialisés pour l'intelligence artificielle générative. En peu de temps, elle a une capitalisation boursière de 2200 milliards. Toutes les entreprises de l'énergie décarbonée qui sont cotées en bourse, ils ont 400 milliards de capitalisation. Vous voyez où l'argent va. Et c'est surtout l'argent des riches qui va dans des choses comme ça. Mais il y a une très faible corrélation entre la riche et la joie de vivre. Là, vous voyez, ici, c'est le revenu, et là, c'est l'indice du bonheur. Le Guatemala a les mêmes indices de bonheur que le Koweït, mais avec 10 fois moins de revenus. 10 fois moins de revenus, le même indice de bonheur. Donc, cette idée qu'il faut toujours avoir plus, ce matérialisme-là, il pousse vraiment la société vers l'abîme social et écologique sans bénéfice pour la vie humaine. Et en plus, il produit du narcissisme. En Suède, 50% des logements sont habités par une seule personne. Les gens ne savent plus vivre ensemble. Le taux de divorce atteint des records. Mais les gens, si vous n'avez plus la vérité, vous abolissez la réalité, vous abolissez la dignité, et la seule chose qui compte, c'est l'argent, évidemment, les gens ne savent plus vivre ensemble. Et pourquoi on travaille maintenant sur des robots humanoïdes. Donc, c'est des robots à l'apparence humaine pour répondre à nos besoins. Centrés sur les envies que la publicité suscite, ces robots, donc, c'est pas centré sur les relations paisibles d'une société durable. Donc, on crée maintenant des robots humanoïdes comme ça. Sauf qu'évidemment, vous avez tout intérêt à mettre l'antivirus du robot en route et de l'éteindre avant de vous endormir. Parce que si jamais quelqu'un installe un virus et pendant que vous dormez, il vient vous étrangler, vous allez avoir un problème.
Donc, des questions pour l'Église pour conclure. Aucun serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est important. La corrélation entre richesse et énergie, c'est 98% ou 98,5%. Et chaque nouvelle technologie augmente la demande en énergie, surtout l'intelligence artificielle générative. Et puisque la richesse corrélère aussi avec le CO2, quelles sont les conséquences pour les chrétiens? On devrait se poser la question. Parce que si on n'atteint pas la neutralité carbone en 2050, nos petits-enfants vont avoir un vrai problème. Qui est-ce que nous honorons dans nos églises? Celui avec la petite ou la grande voiture? Comment est-ce qu'on enseigne d'être contre-courant dans nos églises et à nos alliés? Vous avez déjà entendu une fois parler un message sur le 10e commandement? Tu ne convoiteras pas, ni la Porsche de ton voisin, ni tout le reste. Nous devons être contre-courant. Nous devons être des prophètes dans la société. J'espère que vous avez quelques indices là avec cette conférence pour savoir comment naviguer dans ce monde. Comment on met tout ça en pratique? Quelle est l'influence de l'intelligence artificielle sur la société humaine? Là, je voudrais prendre une parallèle, et c'est là que je termine, sur le jugement humain. Vous connaissez le tennis, ils ont introduit un système avec des caméras partout qui regarde si une balle de tennis est entrée ou sortie du terrain. Le Hawkeye. Aujourd'hui, 36% des balles qui sont dehors ne sont pas jugées faux par les juges humains, comparé à 36% avant qu'on a introduit cette technologie. Pourquoi? Mais s'il dit faux, mais il n'est pas faux, ça va aller sur l'écran et il aura un blâme. S'il ne dit rien, il y a beaucoup plus de chances que ça va passer. Parce que le joueur, il doit réclamer que les caméras montrent à tout le monde ce qui s'est arrivé, et le joueur lui-même, il réclame relativement rarement. Donc le juge a optimisé ses jugements pour avoir moins de blâme du public. Par contre, il a augmenté les erreurs de 36%. Si un juge de ligne écrit faute, mais le système de l'intelligence artificielle montre sur un grand écran qu'il n'y a pas de faute, le juge de ligne subit un blâme du public. Et donc, cette influence-là sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur les médecins, sur les radiologues, les juges, les professeurs? C'est une question à se poser. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas prophète à ce point, mais il se peut que tout d'un coup, les radiologues vont voir plein de choses, peut-être qui n'existent pas, je ne sais pas. Et les juges vont plus oser condamner ou condamner beaucoup plus, parce que l'intelligence artificielle va automatiquement produire tous les jugements qu'il y a eu dans le passé, je ne sais pas. En tout cas, on voit dans le tennis que ça avait une influence considérable. Donc, que va faire l'intelligence artificielle avec une société qui croit que les êtres humains sont des machines biologiques avec un logiciel obsolète? Mais elle produira un état de surveillance et une pression sociale pour changer le logiciel humain, comme en Chine aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ça, et il faut les considérer comme nos alliés. S'ils comprennent le problème et s'ils comprennent notre réponse, je crois que ces alliés sont plus ouverts au message que nous voulons apporter. Merci pour votre attention.